Bonjour à toutes et à tous mes chers investisseurs CLF pour cette deuxième vidéo relative au cours sur les actions, sur la partie action de la playing list sur les actifs patrimoniaux. Donc ça va être une partie qui va être dédiée à la microéconomie et à l'analyse financière. Alors je fais juste déjà un petit disclaimer dès le départ. Ça va être une vidéo assez compliquée à comprendre, hein, donc n'hésitez pas à la visionner plusieurs fois, à faire des copies d'écran, parce que c'est pas évident. Je vais essayer de vous décrire les indicateurs microéconomiques qu'utilisent les analystes pour parier sur à la hausse ou à la baisse sur un titre. Donc évidemment, c'est la deuxième partie. Donc il y a eu la première partie, je rappelle, de ce cours sur les actions. Première vidéo de ce cours sur les actions, c'était sur l'introduction, ce que est être actionnaire d'une action, d'une entreprise. Et donc je vous avais décrit cela au travers d'une description simplifiée du bilan d'une entreprise. Maintenant, j'attaque la description des indicateurs microéconomiques. Alors, d'abord, premier paragraphe, qu'est-ce que la microéconomie? Alors, la microéconomie est la branche de la science économique qui analyse les phénomènes et les comportements économiques au niveau des agents individuels. Ça peut être les consommateurs, les ménages, les propriétaires de ressources ou les entreprises. Elle s'intéresse au processus de décision de ces agents, aux interactions entre vendeurs et acheteurs, entre l'offre et la demande et la détermination des prix. Les consommateurs ou clients sont considérés comme des offreurs sur le marché du travail et des demandeurs de produits et services et inversement pour les entreprises. La microéconomie étudie plus particulièrement comment ces agents économiques déterminent leurs choix en fonction de leurs revenus et des informations transmises par l'environnement pour constituer un marché donné. Elle est fondée sur le principe de rationalité des agents, ce qui suppose l'existence d'objectifs déterminés. Alors, pour étudier la façon dont les prix et les revenus interagissent sur un marché pour équilibrer l'offre et la demande, la microéconomie utilise des modèles mathématiques dans lesquels le consommateur possède une fonction d'utilité qu'il cherche à maximiser sous la contrainte de son revenu et l'entreprise une fonction de production sous la contrainte de laquelle elle cherche à maximiser son profit. La microéconomie se distingue de la macroéconomie qui utilise des phénomènes économiques globaux à l'échelle d'une nation, au niveau international ou au niveau d'un secteur d'activité en n'utilisant que des indicateurs agrégés. Alors, cette présentation a pour objectif de nous intéresser aux entreprises en mettant en avant les indicateurs que regardent les marchés pour réévaluer à la hausse ou à la baisse la valorisation d'une action. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse financière microéconomique? Alors, on a trois impératifs pour une entreprise. D'abord, maintenir et développer son activité. Deuxième objectif, payer les créanciers et les partenaires. Et enfin, troisième partie, rémunérer les actionnaires, c'est-à-dire vous, si vous écoutez, si vous suivez cette formation, c'est que vous souhaitez devenir actionnaire des entreprises, soit en le faisant directement, soit via un conseiller en gestion de patrimoine, mais l'impératif, l'objectif d'une entreprise, c'est de rémunérer aussi les actionnaires. C'est pour cela que, par exemple, au moment où je fais ce cours, il y a le scandale des super profits avec Total. Bon, Total ne fait rien d'autre en fait que obéir à son contrat qu'elle a vis-à-vis de ses actionnaires et à rémunérer les personnes qui ont pris des risques en investissant dans l'action Total en leur distribuant des dividendes acquis grâce à la hausse des prix du pétrole et de l'énergie. Alors les objectifs de l'analyse financière consistent à assurer la rentabilité, à étudier la liquidité, la solvabilité et l'indépendance. Voilà un petit peu pour la situation globale. Alors maintenant, on va passer un peu au gros morceau de ce cours, c'est d'écrire
et analyser les indicateurs de suivi de la santé d'une entreprise. Alors, pour pouvoir suivre d'une manière efficace la santé d'une entreprise, il faut suivre certains indicateurs qui vous donneront une visibilité sur l'état et la santé financière de celle-ci. Plusieurs indicateurs financiers sont là pour renseigner sur la situation de l'entreprise et vous permettront d'anticiper les besoins en trésorerie, en financement ou simplement pour identifier les axes d'amélioration. Donc voici, je vais présenter quelques éléments clés à surveiller de près pour assurer, étudier la bonne santé de la société étudiée. Tout d'abord, premier indicateur que vous connaissez sans doute tous, parce que vous l'entendez souvent, c'est le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires représente le niveau d'activité de l'entreprise. Ici, il est intéressant en fait de regarder l'évolution du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Connaître sa croissance en pourcentage permet d'avoir une information sur la progression du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça permet de voir si l'entreprise est parvenue à augmenter le niveau de son activité. Ce qui va alors aussi être intéressant de faire, c'est de comparer le chiffre d'affaires réalisé avec le chiffre d'affaires moyen du secteur d'activité, de la concurrence. Cela vous permet de voir comment l'entreprise se positionne par rapport à ses concurrents. Mais évidemment, tout seul, cet indicateur ne suffit pas. Donc, la formule de calcul du chiffre d'affaires, elle est assez simple. Vous prenez la quantité de biens qu'a vendu l'entreprise et vous le multipliez par son prix de vente. Donc en fait, pour vous donner une relation simple, en fait, le chiffre d'affaires d'une entreprise, est comparable quelque part à votre salaire à vous. Pour une personne physique, alors qui n'est pas entrepreneuse, qui est salariée, en fait, le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est l'équivalent, c'est comparable au salaire, au revenu des personnes physiques. Sauf que vous, en fait, en tant que particulier, en tant que salarié, en fait, vous allez vendre non pas des produits, mais des heures de travail. Vous échangez du travail contre de l'argent, vous échangez votre temps contre de l'argent, donc vous allez vendre une quantité d'heures et votre employeur va vous rémunérer avec un taux horaire ou un salaire mensuel. Donc ce sera votre taux horaire multiplié par la quantité d'heures que vous avez vendues à votre employeur. Ça va déterminer votre salaire brut pour les entreprises. L'équivalent du salaire pour vous, c'est le chiffre d'affaires. Néanmoins, on va passer à la description du deuxième indicateur qui est le résultat. Le chiffre d'affaires est loin d'être suffisant pour mesurer la santé d'une entreprise. Alors, je vais vous donner deux exemples, deux entreprises, A et B. On suppose que l'entreprise A achète 10 produits d'une valeur de 100 € l'unité. Elle arrive à les revendre toutes après transformation à un prix de 110 € l'unité. L'objectif d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est d'acheter un produit A, ça peut être de la ressource intellectuelle, mais on achète un produit A, on le transforme et on le revend plus cher en un nouveau produit, on le transforme en un produit B qu'on le revend plus cher évidemment que le produit A. Et on prend sa marge. Ici, le chiffre d'affaires de l'entreprise A va valoir 110, donc le prix de l'unité multiplié par le nombre de produits vendus, ça sera 1100 €. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires de la société A. Prends maintenant l'entreprise B qui va acheter, qui est très ambitieuse, qui voit grand, qui va acheter 100 produits d'une valeur de 100 € l'unité. Donc on suppose c'est les mêmes produits, c'est 100 € l'unité, mais sauf qu'elle va en acheter 100. À la fin de l'exercice, malheureusement, l'entreprise B n'arrive à revendre que 80 produits au prix de seulement 102 € l'unité. Elle a été obligée de baisser le prix assez vite parce qu'elle n'arrivait pas à écouler le stock. Et malgré cela, il y a 20 produits qu'elle n'a toujours pas vendus. Donc les 20 produits restants sont supposés perdus pour l'entreprise et doivent être jetés. Donc c'est du gaspillage. Le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise B est égal à 102 fois 80, soit 8 160 €. Question, est-ce que l'entreprise B
est en meilleure situation que l'entreprise A. Évidemment, quand vous voyez cet exemple, surtout avec le ton de ma voix, vous supposez que, bien sûr, la situation de l'entreprise B n'est clairement pas n'est clairement pas enviable. Il vaut mieux être dans la situation de l'entreprise A. Pourtant, son chiffre d'affaires est bien supérieur à celle de l'entreprise A. Et donc, en fait, le deuxième indicateur qui va mesurer la santé de l'entreprise, c'est le résultat. Donc, le résultat de l'entreprise, c'est un indicateur financier qui permet de mesurer la richesse dégagée par l'ensemble des activités d'une entreprise. Il se calcule comme suit. Le résultat global de l'entreprise est égal au chiffre d'affaires moins les dépenses de l'entreprise. Qu'est-ce que les dépenses d'une entreprise? Les dépenses de l'entreprise sont constituées par les charges d'exploitation. C'est vraiment les charges d'exploitation, c'est ce qui permet à l'entreprise de vivre. Par exemple, notamment, payer ses fournisseurs. Les produits que les entreprises A et B, dans mon exemple, ont dû acheter, elle a bien dû payer des factures aux fournisseurs de ce produit A. Donc, ce sont ce qu'on appelle les charges d'exploitation. À ces charges d'exploitation, il faut ajouter les charges financières, par exemple les charges, tout ce qui est la gestion administrative notamment, les intérêts et les charges non courantes qui peuvent être des charges, on va dire, exceptionnelles. Le résultat permet de savoir si une entreprise est rentable ou non, c'est-à-dire si elle crée de la valeur et dégage un bénéfice. Est-ce que l'entreprise a fait des bénéfices, gagné de l'argent ou des pertes, perdu de l'argent? Si l'entreprise a réalisé des bénéfices, alors d'une part, il est intéressant de regarder la croissance des bénéfices d'une année sur l'autre. D'autre part, vous pouvez comparer le bénéfice par rapport au chiffre d'affaires. Quelle est la part de bénéfice réalisée par rapport au chiffre d'affaires? C'est ce qu'on appelle le taux de profitabilité ou encore le taux de marge nette. Pour bien interpréter le taux de profitabilité, il faut le comparer sur plusieurs années. Vous pouvez aussi le comparer avec le taux moyen du secteur d'activité de l'entreprise étudiée. Un taux de profitabilité est bon lorsqu'il est au moins égal à la moyenne du secteur d'activité de l'entreprise. Il doit être idéalement le plus élevé possible et en croissance d'une année sur l'autre. Donc là encore, si on reprend le résultat, l'exemple des entreprises A et B, l'entreprise A a acheté 10 produits d'une valeur de 100 € l'unité. Elle les revend toutes après transformation au prix de 110 € l'unité. Le chiffre d'affaires, on l'a vu, il est de 1100 €. Ses charges d'exploitation s'élèvent à 100 fois 10, puisqu'elle a acheté 100 produits, 10 produits à 100 € l'unité, donc 1000 €. Son résultat s'élève à 1100 moins 1000, soit 100 €. Donc là encore, on suppose que le gros des dépenses de l'entreprise, ce sont les charges d'exploitation. Dans cet exemple, j'ai négligé les charges financières et les charges non courantes. Donc son taux de marge nette est égal au résultat divisé par le chiffre d'affaires, soit 100 divisé par 1100, soit 9 plus 9,1%. Maintenant, je vais prendre l'entreprise B. L'entreprise B, on l'a vu, elle a acheté 100 produits d'une valeur de 100 € l'unité. Elle arrive à en vendre 80 au prix de 102 € l'unité. Elle fait un chiffre d'affaires de 8160 €. Néanmoins, elle a acheté 100 produits à 100 € l'unité, donc ses charges d'exploitation, ses dépenses s'élèvent à 10 000 €. Son résultat s'élève à 8160 €, donc c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses, les charges d'exploitation, moins 10 000, ce qui donne un résultat négatif de moins 1840 €. Et donc son taux de marge nette, qui est égal au résultat sur le chiffre d'affaires, est égal à moins 1840 divisé par 8160, soit moins 22,5%. Et là, on voit qu'en utilisant le résultat comme variable, on voit que l'entreprise B est beaucoup moins rentable que l'entreprise A. C'est un peu comme si, au niveau particulier, je ne me contentais pas que de comparer les salaires entre deux individus, mais le salaire moins les dépenses. Si je prends une personne A qui gagne 6 000 € par mois, très bon salaire, mais qu'elle dépense 6 100 € par mois,
bah, en fait, à la fin du mois, il va lui manquer 100 euros à chaque fois. Elle va être à découvert de 100 euros par mois. Je prends une autre personne qui est beaucoup plus frugale, qui a un train de vie plus modeste, qui gagne que 1800 euros par mois. C'est le salaire médian en France. Mais elle arrive à ne dépenser que 1600 euros par mois. Donc, cette personne-là, la personne qui ne gagne que 1800 euros par mois, elle va dégager chaque mois un excédent, un excédent de 200 euros par mois qu'elle va pouvoir soit léguer à ses enfants, soit réaliser un projet, un voyage, soit faire une stratégie patrimoniale pour placer cet argent sur l'immobilier ou sur les marchés financiers. Donc, le taux de marge nette représente la part du bénéfice réalisé par l'entreprise rapporté au chiffre d'affaires généré. Je rappelle ici la formule. Alors maintenant, on va passer à d'autres indicateurs qui sont plus encore différents. C'est le fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement est un indicateur qui renseigne sur l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. En effet, le fonds de roulement concerne la partie du haut de bilan pour identifier s'il existe des ressources stables, capitaux propres et emprunts pour financer les immobilisations. Lorsque le fonds de roulement est négatif, les réserves financières sont insuffisantes et l'entreprise est dans ce cas-là sous-capitalisée. La trésorerie est par la suite menacée et l'entreprise peut faire face à un risque d'insolvabilité. Pour y remédier, l'entreprise doit augmenter ses capitaux propres ou emprunter, sinon elle peut également diminuer son BFR, c'est-à-dire son besoin en fonds de roulement que l'on va voir dans le prochain paragraphe. Donc, je rappelle, la formule du calcul des fonds de roulement, ce sont les capitaux permanents, c'est-à-dire les capitaux propres plus les emprunts, moins les actifs immobilisés. Plus le fonds de roulement est élevé, et mieux c'est. Alors maintenant, évidemment, on va passer à l'étude du besoin en fonds de roulement. Alors le besoin en fonds de roulement, ou le BFR, représente les ressources nécessaires au financement de l'activité de l'entreprise et de son cycle d'exploitation. Cet indicateur est très important vu qu'il représente les besoins de financement à court terme. Il correspond au montant nécessaire à une entreprise pour financer les décalages des flux de trésorerie qui sont les encaissements, c'est-à-dire les recettes qui ne sont pas réglées tout de suite, et les décaissements, c'est-à-dire les dépenses. Un BFR élevé, qui est également positif, est souvent un mauvais signe pour la santé financière d'une entreprise et peut causer des difficultés de trésorerie probables. En effet, lorsque le BFR est positif, cela veut dire que les emplois d'exploitation excèdent les ressources de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise doit financer ce besoin soit en puisant dans son fonds de roulement, soit en utilisant ses dettes financières, notamment les banques. Donc la formule de calcul du BFR, donc le besoin de fonds de roulement est égal aux actifs circulants, c'est-à-dire les stocks, plus les créances clients. Donc les créances clients, c'est ce que les clients doivent à l'entreprise, moins les passifs circulants, c'est-à-dire les dettes que cette fois-ci mon entreprise a vis-à-vis de ses fournisseurs, auxquelles on ajoute les dettes sociales, les dettes vis-à-vis des salariés, et les dettes fiscales. Plus le BFR est élevé, et pour le coup, moins c'est bon signe. La trésorerie nette. La trésorerie nette résulte de la différence entre les deux précédents indicateurs qui sont le besoin en fonds de roulement et le fonds de roulement. C'est pour cette raison qu'il faut leur accorder une importance haute. En effet, la trésorerie est la différence entre les ressources de l'entreprise et ses besoins. Lorsque cet indicateur est positif, cela veut dire que l'entreprise a réussi à avoir un excédent et qu'il serait intéressant de l'investir dans différents placements pour garantir cette bonne santé financière sur le long terme. Dans le cas où la trésorerie est négative, l'entreprise doit alors optimiser soit son fonds de roulement, soit son besoin en fonds de roulement. Selon l'activité, les variations de trésorerie peuvent être plus ou moins importantes et pour des activités saisonnières, une trésorerie négative est souvent acceptée par les entreprises. La formule de calcul de la trésorerie nette, c'est simple, c'est trésorerie nette égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Les créances et les dettes exigibles, ça ce sont d'autres indicateurs. Toute entreprise doit garder un œil sur ses paiements échus, c'est-à-dire ses créances clients et ses encours auprès de ses fournisseurs. Pour une bonne gestion de la trésorerie, il faut réduire autant que possible les créances clients et instaurer une politique de paiement adaptée.
spécifier le net à payer, les escomptes, la date de paiement, la possibilité de paiement par tranche. Il faut également assurer un suivi sur l'évolution du règlement client et le relancer lorsque les délais de paiement ne sont pas respectés. Quant aux dettes auprès des fournisseurs, il faut les réduire au maximum pour optimiser la trésorerie de l'entreprise. Donc les éléments exigibles, en fait, ce sont les créances clients plus les dettes exigibles. Autre indicateur, la marge brute d'exploitation ou l'excédent brut d'exploitation. Alors la marge brute d'exploitation est un indicateur essentiel du compte de résultat qui renseigne sur les gains réalisés par l'entreprise sur une période donnée. Elle mesure la différence entre le prix de vente et le coût de revient d'un produit ou d'un service. Il s'agit d'un élément clé de la compétitivité de l'entreprise ainsi qu'un bon indicateur de sa santé financière, servant de base au calcul du taux de marge brute. Donc, la marge brute, c'est égal, la marge brute elle est égale au prix de vente hors taxe moins le coût de revient. Si je reprends mes exemples, je vais revenir un petit peu en arrière de mes entreprises A et B. L'entreprise A, certes, elle a fait un moins bon chiffre d'affaires que l'entreprise B, mais elle a vendu un produit à 110 euros l'unité alors qu'elle l'a acheté à 100 euros. Elle a fait une marge brute unitaire de 10 euros, 110 moins 10, moins 100, ça fait 10, alors que l'entreprise B, elle a été obligée d'écraser sa marge. Elle a acheté un produit 100, mais elle l'a revendu que à 102. Donc elle n'a fait une marge brute que de 2 euros. Voilà les exemples, un exemple simple du calcul d'une marge brute. Alors, autre indicateur qui est assez spécifique, c'est que vous entendez souvent utilisé par les analystes, c'est l'EBITDA. Alors, l'EBITDA est un indicateur financier américain qui correspond approximativement à l'excédent brut d'exploitation, l'EBE en français. L'EBITDA est un terme qui signifie Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en anglais. Sa traduction est relayée sous le sigle BAIA pour bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Son nom est assez explicite puisque cet indicateur met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de ses contraintes fiscales. Donc une fois qu'on a parcouru tous ces indicateurs, voici un petit peu le schéma simplifié de cartographie de l'analyse financière d'une entreprise. On regarde les capitaux propres, les emprunts en positif, on va les soustraire aux actifs immobilisés, c'est pour ça que je mets x1, on va obtenir le fonds de roulement. De l'autre côté, on va prendre les stocks, les créances clients, que l'on va soustraire aux créances, aux dettes fournisseurs, aux dettes fiscales et aux dettes sociales. Ça va donner le besoin en fonds de roulement. Et la différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement va être la trésorerie nette. Si la trésorerie nette est inférieure à 0, là, on rentre dans une problématique de viabilité de l'entreprise. Et là, on va regarder plus les problématiques de risque de défaut de l'entreprise. Ensuite, dans un autre gros bloc, on va regarder le chiffre d'affaires que l'on va comparer, auquel on va soustraire les charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes. Cela va nous donner un résultat ou bénéfice brut d'exploitation ou marge brute d'exploitation ou EBITDA, ça dépend du langage que l'on utilise, mais en fait, cela va donner le résultat, quelque part, retenez ceci, le résultat annuel de l'entreprise. En gros, pour simplifier, ce que l'entreprise est capable de mettre de côté chaque année en rythme de croisière. Donc voilà un petit peu les différents jargons que vous allez entendre pour juger la santé d'une entreprise. Donc si vous voulez investir dans des actions unitaires, je ne parle pas des indices actions ou des fonds, ça c'est encore autre chose, mais dans des actions, l'action Total, l'action, je sais pas, EDF, l'action Air Liquide, etc. Ce sont ces indicateurs qu'il faut regarder et comprendre. Alors, ce qui fait la complexité, c'est que les résultats passés, parce que là, tout ça, tout ce que je vous ai présenté, c'est ce qui permet de calculer le résultat, l'excédent brut d'exploitation et la trésorerie nette, mais passé.
Mais ce qui est important, ce qui fait le cours d'une action, c'est les résultats futurs. Et on sait que les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Les marchés price la valeur d'une action comme étant la somme des bénéfices futurs. Les schémas que j'ai présentés précédemment peuvent paraître simples, mais ils se compliquent fortement dans la mesure où les marchés ne pricent pas le résultat passé ou présent, mais les résultats futurs. Aussi, retenez bien ceci, la valeur d'une action d'une entreprise peut être égale à la somme des bénéfices projetés dans le futur. Donc là, je vais vous donner un exemple. Les marchés price la valeur d'une action donc, comme étant la somme des bénéfices futurs, mais, et c'est là encore, ça devient encore plus compliqué, supposons qu'on arrive à prédire les bénéfices futurs d'une entreprise. Comment on peut comparer des chiffres à des instants de temps différents? Ça peut paraître un peu métaphysique ce que je dis là, je vous donne un exemple. On considère deux entreprises, A et B, dont les perspectives de bénéfices en millions d'euros pour les 10 prochaines années sont les suivantes. Voilà l'entreprise A. Donc là, vous avez les années 1, donc elle va faire 9 millions d'euros de bénéfices à l'année 1, 13 millions à l'année 2, 15 millions à l'année 3, 20 millions à l'année 4, etc., etc., 30 à l'année 6, etc. Ce qui fait 150 millions d'euros de bénéfices répartis sur les 10 prochaines années. Je prends une entreprise B qui réalise 44 millions à l'année 1, puis 30 à l'année 2, 20 à l'année 3, 15 à l'année 4, etc., etc. Et j'arrive aussi à 150 millions d'euros de bénéfices sur les 10 prochaines années. Est-ce que je peux comparer ces deux chiffres? On a la même somme arithmétique. Là, je vous ai mis un histogramme. Donc là, ce sont les perspectives en bleu de bénéfices de l'entreprise A. Et ça, en orange, les perspectives de bénéfices de l'entreprise B. Donc si je fais la somme de tout ça, j'ai 150 millions pour les deux. Est-ce que je peux dire que A et B sont identiques? Bon, la réponse est dans la question. Bien sûr que non. Vous sentez bien qu'il y a quand même un petit problème. On voit par exemple que l'entreprise B, l'entreprise A, je dois attendre 5 à 6 ans, 7 ans pour avoir de beaux bénéfices. Alors que l'entreprise B, dès l'année 1, on a tout de suite, dès l'année 1 et l'année 2, on a quasiment 50% des bénéfices projetés dans les 10 ans sont déjà acquis, sont déjà sûrs de se faire à l'année 1 et l'année 2. Et là, vous sentez qu'il y a une autre variable qui rentre en jeu, c'est la variable de temps. On sent bien si je vous dis que, mettons, vous me donnez 100 euros et je vous dis, je vous rends vos 100 euros demain, ou je vous les rends dans 10 ans, vous sentez bien que c'est pas pareil. Parce que si vous me donnez 100 euros et que je vous les rends demain, vous vous doutez bien qu'en une journée, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Je peux être renversé par un bus, mais a priori, ça devrait bien se passer. Si je vous dis je vais vous le rendre dans 10 ans, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans. Il y a de grosses inconnues. Et ça, c'est le temps. Le temps n'a pas la même valeur et on le sent bien que 100 euros aujourd'hui n'ont pas la même valeur que 100 euros dans 10 ans. Comment comparer 100 euros aujourd'hui et 100 euros dans X années? La quantité qui permet de comparer des montants d'argent à des dates différentes est représentée par les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, souvent, vous entendez parler des taux, les taux, ils ont augmenté, les taux de crédit immobilier, ils augmentent, les taux, etc., et le taux du livret A. En fait, le taux, ce n'est rien d'autre qu'une mesure de la valeur temps. Le taux permet de convertir le temps en argent. Je suis prêt à me passer, à me passer de 2 ans sans jouir de 100 euros. J'oublie que j'ai 100 euros pendant 2 ans. Donc j'évite de consommer ces 100 euros pendant 2 ans. Donc je me sacrifie, je me serre la ceinture. Bah, les 2 ans pendant lesquels je vais me priver de ces 100 euros, ça a un prix. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je ne vais pas recevoir que 100 euros, je vais recevoir 100 euros plus le sacrifice, le prix que j'ai payé, que la souffrance, pour prendre des termes un peu qualitatifs, la souffrance que j'ai dû subir
de garder 2 ans, de rester 2 ans sans avoir touché à mes 100 euros. Et ces 2 ans sans avoir touché à mes 100 euros, qui vont faire en sorte qu'on va me rendre non pas 100, mais peut-être 105 euros ou 110 euros, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Ce sont les taux d'intérêt qui permettent de relier des flux financiers à des dates différentes. Si je compare à la même date un bénéfice de 100 avec un bénéfice de 200, je n'ai pas besoin des taux d'intérêt. On est à la même date, 100 est inférieur à 200, donc c'est mieux, 200, c'est mieux que 100. Maintenant, si je compare 100 dans un an et 110 dans 5 ans, vous voyez bien que c'est comme si je comparais des carottes et des choux-fleurs. Donc c'est la variable des taux d'intérêt qui va me permettre de mettre tout au même niveau. Et donc en fait, le marché ne regarde pas, ça c'est très important à connaître, la somme arithmétique des bénéfices futurs. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Le marché va quantifier non pas la somme arithmétique des bénéfices futurs, mais la somme des bénéfices pondérés par le taux d'intérêt aux différentes années de projection. On appelle cela, les actuaires connaissent bien, la somme actualisée des bénéfices futurs. En plus des perspectives de bénéfices futurs, les analystes vont donc surveiller le comportement des taux d'intérêt pour valoriser le prix d'une action. Et nous verrons cette partie liée au taux d'intérêt dans le cours relatif au marché obligataire. Donc, tout ce qui est lié au taux d'intérêt, ça fera l'objet d'une grosse partie d'un cours spécifique, toujours dans cette playing list sur les actifs patrimoniaux dédié au marché obligataire. Donc, comme si tout ne suffisait pas, donc vous voyez un petit peu dans l'analyse financière, d'abord, on essaye d'analyser les indicateurs, on essaye de comprendre les indicateurs qui mesurent la santé de l'entreprise. À partir de ces indicateurs, on comprend, on analyse la structure du résultat de l'entreprise, puis on essaye de comprendre comment ce résultat va être projeté dans le futur, et ensuite on l'actualise par rapport au taux d'intérêt. C'est ce que font les analystes. Mais ce qui est encore plus compliqué, ce qui va corser le tout, c'est que ce que les marchés regardent quand les prix des actions évoluent, ce n'est pas juste est-ce que l'entreprise va faire des bénéfices ou pas, c'est quels sont les bénéfices projetés par l'entreprise par rapport à ce qui était déjà attendu par les analystes. Parce que vous vous doutez bien que chaque action, elle est surveillée par des armées d'analystes financiers qui passent leur temps à revoir leurs prévisions. Et donc, en fait, la grosse difficulté, une des difficultés en plus, ça va être de comparer le résultat publié, le résultat futur publié par l'entreprise, les perspectives de croissance de l'entreprise, avec ce qui était déjà attendu par les analystes. Donc, évidemment, pour ne rien arranger, la valeur d'une action ne fluctue pas en fonction des perspectives de bénéfices futurs actualisés, mais en fonction de l'écart existant entre les attentes des analystes en matière de bénéfices et les publications effectives des entreprises. Le marché, et ça c'est très important à comprendre, le marché raisonne toujours en fonction de l'effet de bonne surprise ou de mauvaise surprise. C'est ce qu'on appelle le mieux que prévu ou le moins bon qu'attendu. C'est ce qui explique, je vois souvent en commentaire dans les vidéos, les gens qui disent oh, mais on ne comprend rien à la bourse, il y a eu un très mauvais chiffre qui vient de tomber et la bourse augmente. Mais oui, un chiffre mauvais vient de tomber. Mais si déjà les analystes attendaient que le chiffre allait être cataclysmique, que le chiffre tombe et qu'il est très mauvais, mais sans être cataclysmique, que va faire l'action? L'action va s'envoler. Donc c'est ce qui explique pourquoi on observe souvent une entreprise qui publie de mauvais résultats progresser en bourse, car ce que la bourse sanctionne n'est pas la perspective absolue des résultats, mais les perspectives relatives. Et à contrario, souvent, une entreprise publie de bons chiffres et elle chute en bourse. Pourquoi? Parce que le chiffre, certes qui est bon, qui a été publié, avait déjà été pricé, anticipé par les analystes. Et donc ça, c'est vraiment important. En conclusion, pour construire un bon portefeuille d'actions, il faut bien connaître la comptabilité des entreprises, donc
travailler un peu, essayer de comprendre un petit peu les indicateurs que j'ai présentés dans ce cours, être capable d'analyser un bilan et de savoir évaluer les résultats futurs. Donc là, je vous renvoie à premier, à mon premier cours sur les actions où je vous ai présenté un petit peu les éléments du bilan d'une entreprise. Troisièmement, bien connaître l'environnement de taux d'intérêt et la situation d'endettement de l'entreprise. Quatrièmement, connaître les attentes des analystes. Et enfin, évaluer un potentiel pouvant exister que les analystes n'ont pas déjà vu. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué. Donc, en conclusion générale de cette partie sur les actions, donc cette sous-partie sur les actions dédiées aux indicateurs microéconomiques des entreprises, ce qu'il faut retenir, pour investir dans une action d'une entreprise, il faut effectuer un très gros travail d'analyse en amont. Malheureusement, la plupart des personnes ne prennent pas le temps d'effectuer ce travail, ce qui explique les scandales à répétition qui ont défrayé la chronique et qui ont ruiné des millions d'investisseurs. France Télécom, Alcatel, Eurotunnel, EDF, qui a fait avec la nationalisation, Enron, Vivendi Universel, et j'en ai sans doute oublié pas mal. Il faut donc, en plus de se former, mettre en pratique ses connaissances et passer du temps à investir en ne restant jamais seul dans son coin pour challenger ses idées. Si vous souhaitez investir dans un portefeuille d'actions nominatif, donc je ne parle pas des indices, je ne parle pas des fonds, des OPCVM actions, je parle vraiment des actions indicatives, des actions nominales, EDF, Total, Société Générale, etc., etc. Mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de passer du temps. Rapprochez-vous d'un conseiller en investissement qui pourra vous ouvrir un plan d'épargne action, un PEA, en votre nom et le gérer en vous explicitant sa stratégie tel un médecin qui suit son patient sur le long terme. Donc j'aborderai le plan d'épargne d'action dans un prochain cours. Le plan d'épargne d'action fait partie des enveloppes patrimoniales, des enveloppes fiscales et patrimoniales que l'on peut utiliser pour investir, pour se construire un patrimoine global, soit pour préparer sa retraite, soit pour atteindre sa liberté financière. Donc voilà un petit peu pour ce deuxième cours sur les actions. Donc là, on s'est vraiment intéressé à l'étude microéconomique, à l'étude entreprise par entreprise. Donc, je rappelle, j'essaye de situer à nouveau ce cours que j'ai présenté. Donc, il s'inscrit dans la partie relative aux actions. Donc, la première vidéo que j'avais fait sur les actions, c'est qu'est-ce qu'être actionnaire en réalité, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les dividendes, etc. Mais qu'est-ce qu'être actionnaire? Quelles sont les qualités pour être actionnaire? Première partie. Cette sous-partie était dédiée à la compréhension microéconomique des entreprises et j'aborderai dans une troisième partie, cette fois-ci, l'étude au niveau des indices actions. Parce qu'il y a deux stratégies d'investir sur les marchés actions. Soit vous construisez un portefeuille de valeurs que vous allez suivre sur du long terme, c'est ce que fait Warren Buffett, soit vous allez construire plutôt une stratégie indicielle d'allocation d'actifs, et c'est ce que l'on verra dans le troisième cours dédié aux actions. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à faire des copies d'écran de ces slides parce que je parle assez vite, mais c'est toujours bien quand même de lire les supports. Donc, n'hésitez pas à faire des copies d'écran de ces supports ou éventuellement à m'écrire directement si vous souhaitez que je vous les envoie. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous visionnez ce cours. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour la troisième partie sur les actions. À bientôt tout le monde.